Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-Charles Palot. Vous êtes le président d'Automobile Palot, entreprise familiale fondée par votre père d'ailleurs. Mon grand-père. Votre grand-père, pardon. Quelques chiffres pour démarrer. Combien de concessions? Quel secteur géographique? Merci de m'accueillir pour ce nouveau format d'Objectif Aquitaine. Le groupe Palot, c'est 12 concessions automobiles, majoritairement en Gironde, en Charente-Maritime, et une incursion aussi à Toulouse. D'accord. Quelle marque? Nous en avons 12. On a 12 marques. Ford, qui est effectivement notre ADN, on va dire. Un peu de sang bleu dans les veines, mais des marques qui ont été sous le contrôle du groupe Ford. Je pense à Mazda, nous représentons aussi Jaguar et Land Rover. Et puis, nous avons Mitsubishi en Charente-Maritime, Ferrari et Maserati depuis 1 an et demi à peu près sur la Gironde. À cela, il faut rajouter Chevrolet, qui est en fait une émanation du groupe General Motors, qui produit ses voitures en Corée du Sud. Et puis, nous avons des voitures sans permis de la famille Ligier, qui est une belle entreprise familiale, belle entreprise familiale. Donc, 2 marques qui leur appartiennent, Ligier et Microcar. Microcar étant un joint venture qu'ils ont avec la famille Benetton. Et voilà, on a fait le tour. Quelques chiffres pour situer le poids économique du groupe. Quel chiffre d'affaires peut-être? Alors, le chiffre d'affaires dans notre métier, c'est toujours significatif parce qu'évidemment, on vend des produits à très forte valeur ajoutée. Donc, on fait environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour combien de voitures vendues à peu près? Pour environ 3500 voitures neuves livrées en 2012 et un peu plus de 2000 voitures d'occasion livrées l'année dernière. D'accord. Alors, vous êtes sur un marché qui est compliqué quand même, on le sait en ce moment. On en parlait tout à l'heure en préparant cette interview, moins 13% au niveau des immatriculations en 1 an, c'est une dégringolade, on peut le dire comme ça. Est-ce que vous le ressentez en concession? Oui, bien sûr. On reçoit le même message, évidemment, localement. Évidemment, d'une ville à l'autre, il peut y avoir des différences parce que le marché peut se comporter de manière assez différente d'une ville à l'autre. Je pense, par exemple, à mes opérations de Charente-Maritime souffrent moins que les opérations de Gironde. N'empêche que d'une marque à l'autre, là aussi, vous pouvez avoir des phénomènes différents. Ceci dit, il n'est pas anormal, dans des années que nous venons de traverser, de retrouver une sorte de recalage des volumes par rapport aux années qui ont été artificiellement boostées par différentes primes qui ont été mises en œuvre pour aider les industriels qui fabriquent les voitures. Quelles marques s'en sortent le mieux, puisqu'on parle en France forcément beaucoup des difficultés de Renault, de PSA. Est-ce que vous, qui êtes positionné sur d'autres marques, je pense à Ford par exemple, est-ce qu'il y a certaines qui s'en sortent particulièrement bien ou qui au moins résistent? On va dire que le collège des marques européennes sont en souffrance. L'intelligence économique n'arrive malheureusement plus à combattre le coût du travail. Et donc, ces industriels européens et français donc, ont des difficultés pour être compétitifs et avoir des prix de vente aux particuliers avec des niveaux, disons, d'offres équipement-prix qui soient en cohérence, notamment avec ce que font notamment les Coréens, qui sont des industriels très très performants, qui ont appris des Japonais, qui ont toute l'intelligence qui leur permet aujourd'hui de développer des produits de qualité au moins équivalente aux qualités véhicules européens et avec des prix de transaction qui sont mieux placés parce qu'ils savent produire moins cher. Comment va le haut de gamme? Ferrari, Maserati sont des voitures que vous vendez justement. Est-ce qu'elles aussi, leur marché a connu une vraie érosion ou est-ce que c'est un secteur un peu préservé? L'érosion a été présente. Je dirais qu'en France, contrairement à ce qui s'est passé dans un certain nombre d'autres pays européens, ces segments-là ont plutôt mieux résisté que les voitures dites populaires. Voilà, donc les volumes sont plus stables, on va dire. D'accord. Est-ce qu'en concession, le panier moyen, si je puis dire, de l'acheteur a évolué? Est-ce qu'il se dirige plus facilement maintenant vers des véhicules de moyenne, voire de gamme réduite, moins onéreux? Est-ce que c'est une tendance effectivement que vous vivez? Il y a une rationalisation de la demande de nos consommateurs, c'est évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur, aidé en grande partie par Internet, permet aujourd'hui d'avoir une bonne définition de la shopping list des voitures qu'il considère comme étant compétentes par rapport à ses besoins, et ça lui permet effectivement d'avoir un achat extrêmement rationnel. Donc évidemment, par rapport au pouvoir d'achat des gens, il se cale aussi par rapport à leurs moyens.
leur moyen aussi de lever de la dette, hein, puisque nous faisons la promotion de systèmes de financement qui permettent de les aider à acquérir et à investir. Il n'empêche que, évidemment, les consommateurs ont des réflexes de consommateurs et donc ils optimisent au mieux leur choix, quoi. On a beaucoup parlé ces dernières semaines d'une possible prime à la conversion, puisque c'est le nom qui a été plus ou moins adopté. L'idée, c'est de mettre au rebut les vieilles voitures diesel notamment, et donc par ce biais-là de doper un petit peu aussi l'achat de nouveaux modèles. Visiblement, d'après les dernières informations qu'on a, le gouvernement semble décider à mettre le dossier un peu de côté. Ce serait pas 2013, ce serait plutôt 2014. Est-ce que, de votre point de vue, c'est une bonne mesure? Est-ce qu'il faut penser à autre chose? Qu'attendez-vous de la part du gouvernement? Évidemment, j'ai envie de dire que tout ce qui va profiter à l'industrie automobile, et notamment à l'industrie automobile française, Renault et PSA, sera bon pour le secteur, même si personnellement je ne représente aucune des marques françaises qui sont distribuées. Il n'empêche que tout ce qui sera bien pour Renault, Peugeot et Citroën sera bien pour l'ensemble de la filière. Alors on l'appelle prime de conversion, en fait on fait du neuf avec du vieux, hein, ça n'est ni plus ni moins que ce qui est les précédents dispositifs qui ont existé, une prime à la casse exactement, sous un je dirais un bon sens écologique, hein. Il n'est pas normal de pouvoir faire disparaître de nos rues des voitures très polluantes au profit des nouvelles technologies qui elles sont plus respectueuses de l'environnement. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc je suis évidemment favorable à ce genre de dispositif. Ça coûte cher, donc les finances françaises ne le permettent peut-être pas à court terme, mais si d'aventure le gouvernement Hollande voulait aller vers ça, personnellement j'y serais évidemment extrêmement favorable. D'accord. Quelles sont vos relations avec les constructeurs justement? Est-ce qu'ils vous demandent d'être plus... Est-ce qu'on va vers une concentration des distributeurs, avec des acteurs plus gros, plus importants, peut-être moins nombreux, mais en tout cas avec une puissance de frappe un peu plus importante? Il y a évidemment dans la distribution automobile une traduction logique de la douleur dans laquelle se trouvent aujourd'hui les constructeurs et les industriels. Donc les phénomènes de concentration ne sont pas nouveaux. Aujourd'hui, vous avez dans tous les réseaux environ 40% de moins de distributeurs qu'il y a 15 ans pour vendre le même volume de voitures. Donc il y a un phénomène de concentration qui a déjà joué et qui va continuer de jouer évidemment. Et les difficultés économiques de certains vont permettre à d'autres de pouvoir acquérir des sociétés et de pouvoir étendre leur périmètre et leur taille d'entreprise. Ceci dit, augmenter sa taille si derrière il n'y a pas un projet économique avec une vraie logique d'exploitation, ça n'a pas de sens. Ça met éventuellement l'ensemble du périmètre précédent dans la difficulté si ça n'est pas préparé. C'est ce que vous avez mis en place justement une vraie cohérence entre les différentes concessions? On essaye. Il faut être humble sur le sujet, mais peut-être une des marques de fabrique qui nous permet à nous peut-être de nous en sortir peut-être un peu mieux que les autres et de pouvoir être en position de prédateur par rapport à d'autres, c'est justement que on a réussi à trouver des solutions d'organisation en se creusant un peu la tête, en regardant un petit peu ce qui se fait à droite à gauche. Et puis en trouvant des solutions pour être plus efficace avec le moins de coûts de structure possible. D'accord. Vous parlez de comportement de prédateur. C'est rare d'entendre ce mot dans la bouche d'un dirigeant d'entreprise. C'est assumé en tout cas. Quelles sont vos perspectives? Est-ce qu'il y a justement des opérations de croissance externe qui peuvent se profiler en 2013? Oui, il y en aura. Il y en aura pour nous et certainement plein d'autres, mais il y en aura. Oui, il y a des opportunités qui vont être là et il faut savoir les saisir. Si une fois de plus elles ont du sens économique pour le groupe Palo, je saurais les saisir et je pense arriver peut-être à une solution de croissance externe dans les semaines qui viennent. Voilà. D'accord. Bon, c'est un sujet d'actualité. On prend rendez-vous. On dit beaucoup que les entreprises familiales sont plus prudentes, plus rationnelles que d'autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez? En fait, cela dépend de la façon dont ces entreprises se sont développées et je dirais sur quel modèle elles ont décidé de se développer. Moi, mon grand-père et surtout mon père m'a toujours appris qu'il fallait vivre, pour sa société et pas sur sa société. Vous comprenez bien l'écart entre les deux, c'est-à-dire que quand on fait des profits, il vaut mieux en laisser une partie significative dans les réserves de l'entreprise pour faire face aux moments qui sont plus difficiles que d'autres, et puis d'être capacité d'autofinancer sa croissance. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc des entreprises comme la mienne, mais heureusement il y en a plein d'autres qui ont eu ces réflexes-là. Moi, je n'ai pas dérogé à l'éducation que j'ai reçue de mon grand-père et surtout de mon père.
On a essayé plutôt de laisser un peu l'argent dans les entreprises, ce qui nous permet aujourd'hui d'être un peu plus serein que certains, peut-être, par rapport aux aléas que nous traversons. Monsieur Palot, merci. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco.